Acte premier, à la fin d'un torride été, de la rafle au train. Il était une fois, dans un pays que l'on appelle Autriche, deux enfants. Deux enfants qui naquirent la même année, à 6 jours d'intervalle. L'un venant d'un milieu aisé, l'autre d'un milieu modeste. L'un ayant grandi dans une famille judéo-chrétienne et aimante, tandis que l'autre vit son père et sa mère mourir alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Deux enfants qui furent à la même école, dans la même classe. L'un était un élève brillant, assis au premier rang et aimé de tous, tandis que l'autre élève, médiocre, au fond de la classe, était souvent seul, isolé. L'un était entouré, l'autre orphelin et sans amis. L'un était envié de l'autre. Puis après l'avoir tant envié, il commença à le haïr, lui et les siens, ceux de sa race. Puis ils grandirent. L'un fit des études d'ingénieur à Berlin, l'autre tenta des études aux beaux-arts. L'un enchaînant réussite et succès, l'autre échouant à tout et tombant dans la misère. L'un s'appelait Ludwig Wittgenstein. Il fut un grand philosophe humaniste. L'autre s'appelait Adolf Hitler. Deux enfants. Oui, il était une fois deux enfants. L'un que le monde chérit et l'autre que le monde délaissa. Mais un jour, le monde comprit son erreur. Pierre Thorez, né le 16 mars 1915 à Paris. Bibash Chourari, né le 27 avril 1920 à quelque part sur les routes. Anna Ham, née le 26 mars 1910 à Erlin, près de Maastricht. Saran Muslimovic, né le 1er avril 1917 à Sarajevo. Sarah Hadassa, née le 13 décembre 1907 à Firenze. Heinz Bodo Kwasi, né le 8 décembre 1897 à Dar es Salaam. Franz Dörmer, né le 15 février 1920 à Zurich. Que dire? Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Je suis un tzigane, un gitan, un manouche, un garçon qui appartient aux gens du voyage. Je sais pas lire, je peux pas tout comprendre, je sais pas tout ce qui s'est passé, je sais juste ce qui m'est arrivé. Ça, croyez-moi, ça je l'ai compris. Mon peuple est avant tout nomade, et ça depuis des siècles. Mes ancêtres viennent de l'Inde. C'est un grand pays en Asie. C'est très loin. Ils ont traversé des déserts, passant dans de nombreux pays où ils ont appris d'autres cultures, mangé d'autres nourritures. Ils ont traversé des déserts, mais aussi les mers. Nous sommes des saltimbanques. Depuis que je suis petit, j'ai toujours connu l'hostilité des autres. À la ville ou même en campagne, rares sont les gens qui ont été gentils à notre égard. Pour eux, nous ne sommes que des voleurs, des gens sales. C'est vrai quelquefois. Le jour où ces hommes sont venus nous chercher, dès les premiers regards, j'ai senti qu'il n'y avait pas que du mépris. Il y avait une haine, quelque chose d'ignoble, de dangereux. Quelque chose qui pouvait me coûter la vie, me tuer. À 18 ans, je quitte l'Afrique et ma Tanzanie natale pour rejoindre l'Europe et la guerre de 14, enrôlé dans l'armée coloniale allemande. Je suis alors blessé et rapatrié à Berlin où je m'installe en banlieue. Je deviens alors un Afro-Allemand. Le pays, au lendemain de la guerre, est à genoux, un peuple humilié, appauvri, ne comprenant pas sa défaite. C'est dans ce climat morose qu'arrivent les nazis au pouvoir. Mais le 20 juin 1933, le meurtre du jeune noir Hilarius Chilges par la Gestapo sonne comme un avertissement pour nous autres nègres. On interdit alors le jazz, musique de dégénérés, on ferme les clubs, on brûle les disques, les livres, on nous confisque nos papiers d'identité contre des passes. En 1935, les lois de Nuremberg nous interdisent de travailler et de nous marier. Pour pouvoir survivre, et malgré la honte, je rentre dans la Dutch Africa Show et contribue aux films de propagande nazie comme Congo Express ou Tatiwanda en Ouganda, qui prônent la supériorité de la race aryenne. Survivre pour se dénigrer, me dénigrer. Seule consolation, voir Hitler humilié en 1936 lors des Jeux Olympiques à Berlin par un noir, Jesse Owens, qui prouva ainsi que la race inférieure pouvait être aussi la race des vainqueurs. La terre où je suis né est une terre sombre obscurcie par le sang. Une terre qui n'a jamais connu que la guerre. Une terre où se confondent l'Europe et l'Orient. Une terre qui fut baptisée Yougoslavia en 1929. Les musulmans bosniaques dont je fais partie
ont toujours été à part, nous définissant plus par notre religion que par notre nationalité, cherchant sans succès nos origines, nos intérêts et nos buts à être, à vivre ici. J'ai toujours cherché ma place. C'est en 1941 que l'Allemagne nazie frappa notre terre. Nous venions de refuser le pacte tripartite qui assurait à Hitler la tranquillité à l'est de son Reich. Le croate Pavlik, au retour de ses périples en Europe de l'Ouest, prit avec ses oustachis le pouvoir. Dès lors, Serbes, Juifs et Tziganes vont apprendre l'expression « minorité à exterminer », tandis que nous autres, musulmans, étions désignés comme la plus pure noblesse que possède l'Europe. En 1942, Himmler propose alors de créer une section SS bosniaque musulmane. Je suis recruté. On nous arme, on nous forme, on nous respecte. La nourriture est halal et sans porc, on nous laisse faire les prières. Demain, je pars pour la France, où nous allons être entraînés dans un camp. Je me sens important, utile. Pour la première fois, je commence alors à comprendre quels étaient mes intérêts et mes buts dans cette nouvelle vie. Nous autres, juifs italiens, nous n'avons jamais craint cette guerre au commencement. Le régime fasciste de Mussolini n'était pas profondément antisémite ou raciste. On ne savait pas vraiment ce qui se passait ailleurs, ou on ne voulait pas savoir. Même en 1938, quand les lois antisémites ont été appliquées, nous interdisant le mariage ou l'exercice des fonctions d'enseignant, aucune déportation n'a été. Le gouvernement il nous a protégés. C'est seulement après l'emprisonnement de Mussolini par le roi Emmanuel III en 1943 et l'arrivée des Allemands pour le libérer que le fascisme a laissé place au nazisme. Un matin de novembre froid et sec, ils sont arrivés et nous ont emmenés dans un camp, il Campo di Fossoli di Carpi. J'ai été alors séparée de ma famille, moi dans un train, eux dans un autre. Il est fou de croire que nous avons passé tant d'années sans nous soucier de ce qui se passait plus au nord, sans sentir ce qui allait arriver. Nous avons été complètement inconscients. Dans les années 30, en Europe, Berlin était réputée pour être la capitale des homosexuels. Il y régnait un climat de réelle insouciance. J'y suis allé. Des cafés littéraires, au nightclub. Les hommes qui aimaient les hommes, ainsi que les lesbiennes dans l'euphorie de l'après-guerre vivaient librement leur passion. Tout le monde s'amusait. La montée au pouvoir d'Hitler ne nous a jamais effrayés. Qui aurait eu peur d'un homme si petit, si grotesque? De plus, nous ne nous sentions pas menacés, car son bras droit, Ernst Röhm, le chef des SA, était publiquement homosexuel. Le culte du corps viril, l'idolâtrie d'une domination masculine faisait partie de l'idéologie nationale socialiste nazie. Nombreux étaient les homos dans ces sociétés exclusivement masculines, comme les SA ou les jeunesses hitlériennes. Mais dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, appelée la nuit des longs couteaux, les SS renversèrent les SA sur ordre d'Hitler, qui partant chercher Röhm pour le tuer, le trouva avec ses hommes, en compagnie de jeunes homosexuels. À partir de cette nuit-là, adieu les années folles berlinoises. Rien ne fut plus jamais comme avant. J'avoue que j'ai toujours été très fier de ma petite gueule. Avec mes yeux clairs, mon visage carré, j'avais juste à enfiler un uniforme de l'armée allemande pour me fondre parmi eux. Malgré mon physique de beau gosse de la race aryenne, je suis un vrai Français, pure souche. Un ch'ti du Nord, comme on dit. Je suis fier d'être français. Mon père a fait la Première Guerre mondiale et j'ai hérité de ses valeurs. Travail, patrie, égalité. Je suis fier d'être un Français communiste. Je l'ai toujours été. Mon communisme était modéré et malgré les horreurs révélées des goulags staliniens, je n'ai jamais renié mon parti. C'est pourquoi j'ai très vite été attentif à ce qui se passait à l'Est. 2 jours avant l'occupation de Paris, j'ai emmené ma famille dans le Sud et je me suis engagé dans la résistance. Ah, j'en ai saboté des voies ferrées. J'ai même été jusqu'à me faire passer pour un officier allemand plusieurs fois et j'ai même libéré tout un groupe de prisonniers, une fois à Montbazon en Indre-et-Loire. C'est là que j'ai rencontré Paulette. Quand ils m'ont coincé, j'ai eu le droit à 2 semaines de torture. Ça ouais, ils m'ont fait gueuler, mais j'ai jamais craché un mot. Pas un. Il existait 3 lieux exclusivement réservés aux femmes à Berlin à cette époque. Mais je n'y allais pas souvent. Je n'aimais pas trop cette ambiance. Je préférais des lieux mixtes, plus gais.
J'étais serveuse à l'Eldorado, au coin de Moschstraße et Kalkstraße, dans le quartier de Schönberg à Berlin. J'adorais endosser mon smoking. Je me prenais pour Marlène Dietrich dans le film Morocco. J'avais d'ailleurs un petit numéro dans mon petit smoking noir où je fumais le cigare et j'embrassais la plus belle fille de la salle. Après cette nuit de juin 34, malgré la mise en application la plus sévère du paragraphe 175 qui interdisait les mœurs homosexuelles, presque tous ces lieux sont restés ouverts. Quelquefois, pour exciter les homos, quelqu'un criait « La police arrive, la police arrive ». Tout le monde soulevait ses jupes et se sauvait. Mais la police n'arrivait jamais. Ça me faisait rire. C'est bien après qu'on a compris pourquoi ces lieux restaient ouverts. Des agents de la Gestapo s'infiltraient parmi nous pour dresser des listes. Ceux qui étaient réveillés en pleine nuit et emmenés ne sont jamais revenus pour prévenir les autres. J'en fais partie. Pierre Thorez, né le 16 mars 1915 à Paris, résistant et membre actif du Parti communiste français. Bibasht Chourari, né le 27 avril 1920 à... Bibasht, ça veut dire malchance en tzigane. Comme quoi, mon destin était déjà tout tracé. Anna Ham, née le 26 mars 1910 à Erlin, près de Maastricht, serveuse au célèbre bar Eldorado à Berlin. Saran Muslimovic, né le 1er avril 1917 à Sarajevo, membre de la SS Anchar Division. Sarah Adassa, née le 13 décembre 1907 à Firenze, étudiante aux Beaux-Arts et aidant mon père dans sa boutique de textile. Heinz Bodo Kwasi, né le 8 décembre 1897 à Dar es Salaam, comédien pour la Deutsche Afrika Show. Franz Dörmer, né le 15 février 1920 à Zurich, artiste cabaret et auteur, vivant à Berlin. Sur ce quai et face à ces trains de marchandises vides que j'ai compris, que j'ai vraiment réalisé. Dans cette foule menée en rang par des militaires, des cris dans tous les sens, des coups de feu, des gens en file indienne, l'air hagard, le regard sombre, j'étais témoin d'une scène apocalyptique sans me rendre compte que j'en faisais partie, que j'étais dans cette réalité. J'avais peur, peur de mourir, de souffrir, peur qu'un de mes regards soit mal interprété, qu'on trouve un prétexte quelconque pour me mettre à part des autres et qu'on m'abatte comme un chien. Je baissais les yeux. Je préférais baisser les yeux. Quitte à être considéré comme un animal craintif, je voulais juste rester un être humain vivant. Je me rappelle de cette femme avec son enfant juste avant de monter. Son enfant pleurait fort. Si fort qu'un Allemand lui a arraché des bras. Il l'a jeté par terre et l'a abattu de sang-froid. Elle a regardé le corps de son gosse sans comprendre, puis elle a baissé la tête comme tout le monde. Les cris et les pleurs étaient interdits pour ceux qui voulaient continuer à vivre. Ce froid, cette brume, nous dévore les corps. On se sent loin de chez soi, loin de tout, loin de soi. On tente de chercher un visage familier et on ne trouve pas. Non, on ne trouve pas. On se sent si seul qu'on ne s'en remet qu'à soi. J'ai la foi. Nous sommes montés dans ces trains. J'ai la foi. J'ai senti à ce moment-là que je quittais ma terre pour peut-être ne plus jamais revenir. Ils nous ont entassés dans ces chars à bestiaux, dégoûtants, puant l'urine, ces trains de 3e classe. Nous étions tous debout, écrasés et violentés au moindre virage des rails, à la moindre pente montante ou descendante. Mais au fur et à mesure du voyage, certains mouraient d'épuisement, contribuant ainsi à notre survie, car nous pouvions désormais nous asseoir sur leur corps et nous reposer. Je me rappelle de cette vieille femme, fatiguée, épuisée, qui ne comprenait pas. J'ai croisé son regard, un regard perdu qui fait pitié, un regard qui m'était pas inconnu. Je lui ai pris la main et je l'ai aidée à monter. J'ai pensé, et si ça avait été ma mère? Alors je l'ai assise à côté de moi. Ce trajet a été long et pénible. J'ai beaucoup dormi pour que le temps passe plus vite. J'ai souvent repensé à mon père, souvent. Et puis un jour, j'ai pensé à Léon Bronchard, le cheminot qui a dit non, le seul qui a refusé de conduire ces trains de la déportation alors que la SNCF avait collaboré avec les nazis. Je me suis ressaisi, j'ai retrouvé la foi. Dans ces temps difficiles,
On avait besoin d'être romantique. À défaut de croire ou d'espérer, on tente au moins de prendre du plaisir. Quand tout est si dur, on cherche à se rapprocher des autres. On oublie alors ce train et ce trajet interminable. On est collés les uns aux autres. On fait alors ce qui se fait dans ce genre de situation. C'est impudique, mais on le fait. Ouais, je l'ai fait. Les paysages défilaient, notre terre disparaissait pour laisser place à d'autres terres, encore et encore. À l'avant du wagon, deux d'entre nous se mirent à chanter un air populaire. Et en quelques minutes, nous nous mîmes tous à chantonner avec nostalgie. Il y avait tellement de solitude dans ces voix et ces visages. Ouais, j'étais à ce moment-là rassuré de nous sentir tous aussi seuls. Quand je me suis réveillée, j'étais couverte de sang, de son sang. Elle venait de mourir, la tête posée sur mon épaule. J'étais couverte du sang qui lui était sorti de la bouche. J'ai juste prié pour qu'elle ne soit pas malade, que je ne le sois pas. L'arrêt suivant, avant que d'autres ne montent, j'ai dû moi-même la pousser hors du train. Les Allemands ne l'auraient pas fait. On ne distinguait plus qui dormait ou mourait. On pouvait le sentir juste en touchant le corps. S'il était brûlant et humide de fièvre, ou froid et dur comme la pierre. J'étais contre les cloisons à regarder le paysage entre deux lattes de bois. Il faisait trop sombre à l'intérieur. C'est seulement quand ils ont ouvert la porte que j'ai vu cette scène affreuse. En quelques jours, les corps privés d'eau et de nourriture s'étaient déjà amaigris, rétrécis au simple contact des autres. Certains avaient changé de couleur, gangrénés, contaminés par la maladie. Des centaines de cadavres. Il y avait même le corps d'un enfant déchiqueté déjà couvert de mouches, à croire que des bêtes féroces l'avaient en partie dévoré. La sélection naturelle avait déjà fait ses victimes. Les vivants sont sortis, enjambant les déjà morts et les mourants. Projecteurs aveuglants, hurlements fusant de toutes parts, claquement des portes, aboiement des chiens. Nous autres, nous étions trop faibles pour faire le moins de bruit. Même les enfants rescapés, trop fatigués, ne me pleuraient plus. Évacuation des wagons. Cris, coups de matraque, humiliation. Voilà l'accueil qui nous est fait. Les SS nous regardaient d'un air froid, certains d'entre eux ayant en laisse un de ces chiens que nous allons bientôt apprendre à connaître. On nous met en rang, face à cette grande porte sur laquelle on peut lire Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Voilà, j'étais désormais une Afleine du Konzentrationslager de Ravensbrück. Häftling du Konzentrationslager de Dachau. Häftling du Konzentrationslager de Sachsenhausen. Schutztafel de la Waffen-SS Anschar Division. Häftling. Häftling du Konzentrationslager de Buchenwald. Häftling du Konzentrationslager de Auschwitz. Lager de Bergen-Belsen. Vous allez tous ne plus être des hommes, mais des numéros. Acte second. Dans la moiteur d'un automne, les camps de concentration. Mesdames et messieurs, hommes, femmes et enfants en tout genre, Nous voici dans un lieu au destin que nul n'ignore. Nous voici désormais là où personne ne fuit, là où personne ne fait de bruit. On se tait, on obéit. Oublions nos noms, ceux que nous avons aimés. Si vous êtes croyant, arrêtez de prier. Ici, il n'y a pas de Dieu. Ici, il faut travailler. Nous voici seuls face à nous-mêmes, face à la peur, face à la peine, face à la mort, face à la haine. Nous voici tels des corps perdus, des corps vidés, des corps sans âme. Nous voici Häftling. entre la vie et la mort. En rang soumis à la dictature, Seuls survivent les plus forts. Par-delà nos blessures, À l'ombre des miradors, Entre les barbelés et les murs, Entre les murs. entre vos entre murs. vos murs. Quand on rentre dans ce camp, on a la perception brutale et immédiate de ce qui nous attend. Quelque chose que l'on reçoit en pleine gueule, aussi évidente que la devinance de la mort, qui fait hurler les bêtes que l'on va abattre. Oui, on est à l'abattoir.
tatoués, parqués. Il y a des regards des SS, le regard des autres. Il y a la maigreur, les odeurs, la souffrance, la famine palpable. C'est là qu'on sent l'humain redevenir animal. L'instinct, un pressentiment. Il y a une vérité de l'instinct qui ne trahit pas. Et sans penser à la mise à mort, on a l'affreuse conviction qu'on ne va pas ressortir vivant. Dachau, banlieue de Munich, nouvelle fierté nazie de la Bavière. Premier camp de concentration construit, Dachau. Lieu du dernier souffle pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, cette nouvelle vie n'était pas si dure au début. J'étais jeune et fort. Malgré le travail forcé et le peu de nourriture, mon corps est resté robuste. Je ne voulais pas baisser les bras. Je n'ai jamais abandonné. Si j'avais pu être résistant en France, je pouvais l'être aussi ici, à Dachau. J'ai rencontré des hommes comme moi, comme mon père, des hommes intelligents qui baissaient la tête pour faire croire à ces idiots de Bosch qu'on pouvait être leur chien, mais qui serraient les dents et les poings. En dedans, la rage rouge restait intacte. Parmi ces hommes qui furent bientôt comme des frères, il y avait un Allemand, Jörg Elser. Il fut bientôt isolé des autres. Il était le premier nazi spécial, le prisonnier spécial d'Hitler, surveillé jour et nuit. Jörg Elser. Un Allemand résistant au nazisme. Je ne savais même pas que ça existait. Cet homme fut déporté pour avoir commis un attentat manqué contre Hitler. Ce simple ébéniste, homme du peuple qui fut pendant quelque temps au Parti communiste allemand, refusant de faire le salut hitlérien, fut horrifié par ce gouvernement qui faisait couler autant de sang. Il savait qu'Hitler commémorait tous les 8 novembre son putsch manqué de 1923 dans une brasserie de Munich et sans aucune protection. Cette année, 1939, pendant un mois, jour après nuit après nuit, il prépara son attentat. Mais ce jour-là, Hitler arriva plus tard et repartit plus tôt. La bombe qui explosa 13 minutes après son départ ne tua que certains de ses officiers. Vous vous rendez compte? 13 minutes. Seulement 13 minutes et nous aurions pu éviter toute cette guerre. 13 minutes. C'est le temps qu'il nous fallut pour manquer la paix et la survie de millions de personnes. 13 minutes. Buchenwald est un camp construit dans une forêt, près de Weimar en Allemagne. Ici, c'est le travail dur et forcé. On construit ce camp tous les jours, sans repos. Ne dites surtout pas que vous êtes malade et refusez si on vous propose d'aller à l'infirmerie car vous n'en reviendriez pas. Certains racontent qu'ils préfèrent tuer les impotents, ceux qui ne peuvent plus leur servir à rien. Moi, j'y crois. À force de voir l'horreur partout, on croit même au pire. Le pire. Ilse Korre, le mal en puissance. Ilse Korre, la femme du commandant. On la surnomme Die Hexe von Buchenwald, la sorcière de Buchenwald. Pourquoi? Parce que son jeu favori est de repérer certains détenus et de les faire tuer. Chaque matin, de sa fenêtre, elle en désigne un. Mais elle ne choisit pas au hasard, non. Elle réclame le cadavre des plus beaux garçons, ceux qui lui ont envoyé un jour un regard dur et froid, ou ceux sur lesquels elle fantasme sûrement, un peu comme Salomé demandant la tête de celui qui se refuse à elle. Elle avait un faible pour les hommes tatoués. J'en avais repéré un de ces garçons qui me souriait tous les jours, un Français, très beau, grand, viril, visage brut, mais regard doux. Il m'avait donné sa ration de pain un jour. On n'a jamais pu se parler vraiment. Il m'a juste serré fort dans ses bras, une fois, c'est tout. Il avait sur le biceps une licorne magnifique. Un matin, elle l'a fait tuer. Une balle dans le front. J'ai serré les dents pour ne rien montrer. 2 semaines plus tard, j'ai vu une de ces lampes qu'elle faisait faire. Et j'ai reconnu la licorne sur l'abat-jour. Oui, ces hommes sont morts pour que leur peau serve à faire des sacs à main et des abat-jours. Elle exhibait ça et on a tous très vite compris. Ilse Korre, la sorcière de Buchenwald. Je m'en souviendrai toute ma vie. Bien avant Dachau, premier camp de concentration du Troisième Reich, il y eut un pays d'Afrique que l'on appelle la Namibie, colonisé par les Allemands en 1870. Ce pays, riche de diamants et de cuivre, était aussi riche de tribus diverses. Parmi eux, les Hereros, qui se rebellèrent très vite contre les colons en sabotant leurs installations et en tuant quelques-uns. Les Allemands humiliés créèrent alors en 1905 le premier Concentration Lager. Travail forcé, extermination à la chaîne et utilisation de ces hommes comme cobayes pour des expériences
Les héréros, malgré eux, serviront la cause des fondements même de ce qui, 35 ans plus tard, fera la fierté de l'Allemagne nazie. Selon la tactique habituelle et bien connue, diviser pour mieux régner, les Britanniques, colons d'une grande partie du Moyen-Orient, proclament en 1921 un certain Amin al-Husseini comme le grand moufti de Jérusalem. Cet homme, fervent défenseur de la race palestinienne qui fut plus jeune, officier dans l'armée ottomane et contribua au génocide arménien, va alors attiser la haine entre musulmans et juifs. Amin al-Husseini, sa brutalité, ses idées lui valent très vite d'être rejeté par les autres et les autorités musulmanes de Jérusalem. Mais en 1922, les Britanniques encore le nomment chef du Conseil suprême islamiste. Il se lie alors avec les frères musulmans, qui donneront plus tard naissance au djihad islamiste égyptien et au Hamas palestinien. Il prêche le wahhabisme, qui justifie le recours aux méthodes violentes pour purifier le monde musulman. Il crée ses escadrons, kamikazes, qui tuent tout arabe n'adhérant pas à ses idéologies, tout comme les SS furent créés quelques mois plus tôt pour liquider les SA. Mais c'est en 1941 que le grand moufti de Jérusalem devient populaire, en serrant la main d'un certain Adolf Hitler. Juifs, catholiques, musulmans modérés sont alors traqués et exterminés dans tout le Moyen-Orient et jusque dans les Balkans. Des musulmans de Bosnie, de Palestine, de Syrie, d'Irak, de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc deviennent alors des officiers nazis au service d'Hitler, comme les SS Anchar dont je fais partie. Anchar, ça signifie sabre en arabe. Amin al-Husseini réussit ainsi à fondre islamisme et hitlérisme dans l'idéologie d'une race pure à sauvegarder face à des impurs à supprimer. Il conditionne ainsi le Moyen-Orient et le monde entier pour des décennies de conflits sans fin, alimentés par la haine. Bergen-Belsen, Belsen pour les intimes, est situé en Basse-Saxe près de Celle. Il y a beaucoup d'étoiles jaunes ici, mais aussi des tziganes et des triangles roses. J'ai cherché longtemps des membres de ma famille, mais je n'ai trouvé personne. Je suis ici à cause d'un convoi détourné. La plupart des déportés italiens avaient été emmenés plus à l'est de l'Europe. Auschwitz, on m'a dit. Je ne savais pas ce que c'était ni où ça pouvait être. Dans mon baraquement, il y avait 2 filles, 2 sœurs, étoiles jaunes aussi. La plus jeune, 15 ans, la petite Anne, me suivait partout. Une sacrée gamine. Avec sa sœur Margot, qui avait dans les 18 ans, nous fûmes bientôt inséparables. Le jour où elles m'ont dit qu'elles avaient été déportées à Auschwitz avant ici, je leur posais des tas de questions. J'espérais, même si c'était idiot, qu'elles aient croisé mes parents là-bas. Elles me racontèrent alors leur histoire, leur vie à Francfort, la montée d'Hitler au pouvoir, les manifestations antisémites dans la ville, puis leur départ pour les Pays-Bas, leur nouvelle vie à Amsterdam, et l'arrivée des Allemands encore. Elles se cachèrent alors à l'arrière des bureaux de la société de leur père, un endroit qu'elles appelaient l'annexe. Elles restèrent cachées plusieurs années sans pouvoir sortir. Anne passait le temps en écrivant tout ce qu'il arrivait dans son journal. Elles furent rejointes par d'autres familles avant d'être dénoncées, puis arrêtées et déportées à Auschwitz, où les 2 fillettes furent séparées de leur famille, comme moi. C'était si touchant de voir ces 2 sœurs qui s'étaient soudées face à l'horreur de cette guerre. Elles furent en quelque sorte ma seconde famille, Margot et Anne Frank, 2 petites filles perdues face à l'absurdité de la guerre, 2 sœurs que je verrais mourir devant mes yeux sans pouvoir rien y faire. Il y avait des sous-officiers, des hommes entre les gardes SS et nous, pour la plupart criminels allemands. Une section spéciale qui fut créée par le général Eick et qu'on appelait les capots. Le capot est à la tête d'une trentaine, voire d'une centaine d'hommes qu'il surveille. Le capot ne dort pas avec les autres. Il est responsable du rendement, des éventuels sabotages, de la façon dont sont faits les lits. Il doit stimuler ses hommes pour le travail, pouvant se permettre tout abus, ayant le droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous. Mais attention, si le capot déçoit ses supérieurs, il revient parmi nous et là, c'est souvent la mort assurée. À Auschwitz, tout le monde connaît ce nom. Le plus grand camp de concentration. Il se situe près de Cracovie en Pologne. Un camp avait été conçu spécialement pour nous, le camp des Gitans. Des familles entières y étaient incarcérées ensemble. En mai 1943, un certain Joseph Mengele en devint l'officier médical.
partir de ce jour, beaucoup d'entre nous disparurent brutalement. Le docteur Joseph Mengele. Il fut vite surnommé l'ange de la mort. S'il pointait son doigt sur vous, vous saviez alors que vous aviez rendez-vous avec l'enfer. Personne n'en revenait, ou alors agonisant, et vous mourriez au bout de quelques jours. Un matin, il a pointé son doigt sur mes 2 plus jeunes frères, des jumeaux. Un seul est revenu de là-bas. Il m'a tout raconté. Ce qu'on leur a fait, ce qu'ils faisaient aux autres. Cela me semblait impensable. J'ai alors compris qu'il y avait pire que voler, que de piller, ou même de tuer quelqu'un pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. Il y a tué pour le plaisir, tué dans la souffrance, par sadisme. Ils injectaient des produits chimiques directement dans l'œil pour tenter d'en changer la couleur. Ils coupaient les membres et tentaient des greffes de pieds sur les poignets et de mains sur les chevilles. Tout cela à vif, sans endormir, sans anesthésie. Des odeurs mêlées de formol, de sang et de mort. Des seringues, des ciseaux, des scies pour venir à bout des chairs et des os. Et puis mes frères. Mes 2 petits frères de 16 ans au milieu de tout ça. On leur a ouvert les bras de l'épaule jusqu'au bout de l'auriculaire et on les a charcutés, puis suturés ensemble, tentant ainsi de créer artificiellement des frères siamois. Mon frère est mort dans mes bras. C'était mieux ainsi. Joseph Mengele, l'ange de la mort. Souvenez-vous-en. S'il vous pointe du doigt, vous avez rendez-vous avec l'enfer. Sachsenhausen est situé à 30 km au nord de Berlin. C'est ici qu'Himmler installa son état-major et qu'on expérimenta ses méthodes d'extermination avant de les appliquer dans les autres camps. Sachsenhausen, appelé par certains Saxo, devint le camp où étaient stockés tous les vêtements, les chaussures, les bijoux, montres, or et autres biens volés aux victimes dans tous les camps de concentration du Reich. C'est ici qu'on fabriquait de la fausse monnaie. Mais au complexe des camps de Orianenburg-Sachsenhausen, c'est un mort anonyme qui fut célèbre, grâce au coup monté surnommé incident de Gleiwitz, qui va servir de prétexte à Hitler pour envahir la Pologne. Certains prisonniers du camp, grands et forts, sont tués avec des piqûres empoisonnées et emmenés. Les SS les habillent avec des uniformes de l'armée polonaise et les abandonnent le 31 août 1939 près d'une station de radio allemande à la frontière germano-polonaise. Les SS se livrent alors à un simulacre d'attaque de la station par l'armée polonaise. L'un d'eux lance un message en polonais qui sonne comme une déclaration de guerre contre Hitler, pendant que d'autres simulent une fusillade. Finalement, sur l'ordre de Heydrich, un seul de ces cadavres, baptisé boîte de conserve, sera utilisé. Ils disparaissent, laissant derrière eux le cadavre du déporté déguisé, serviteur involontaire de la machination allemande. Berler relaie l'événement. Ce corps revêtu de l'uniforme de l'armée polonaise suffira à prouver la réalité des combats. Le 1er septembre, alors que l'affaire fait les gros titres de la presse, Hitler dénonce l'attaque polonaise. Mais il n'attendra pas ces révélations de la presse pour prendre les devants. Depuis bien avant l'aube, ses troupes sont déjà en train d'envahir la Pologne. Être triangle rose, c'est être en bas de l'échelle. Alors que les triangles rouges ou les étoiles jaunes plus nombreux pouvaient monter des réseaux et s'entraider, les triangles roses, souvent minoritaires, étaient isolés, plus fragiles, plus faibles. Ils étaient ainsi des proies faciles. On promit bientôt à chaque homosexuel qu'il serait rapidement libéré pour bonne conduite s'il acceptait de se faire castrer. Stérilisé, il serait ainsi un homme que l'on peut réinsérer dans notre société moderne. Quelques déportés crurent en la parole d'Himmler et se firent émasculer. Pour les rares qui survivaient à cette boucherie faite à la lame rapide et sale, s'ils purent sortir des camps, ce n'était pas pour rentrer chez eux, mais pour être envoyés sur le front et finir en héros pour Hitler. L'endurance à la douleur et à l'humiliation était donc un atout qui pouvait vous valoir la vie. Ravensbrück est à 80 km au nord de Berlin, une région froide, couverte de sable et de pins chétifs. Ravensbrück, camp de concentration spécialement réservé aux femmes et aux enfants. Ne croyez pas que ces femmes se laissaient faire, non?
Il y avait beaucoup, beaucoup de courage et d'entraide. Mais aussi tellement d'impuissance à aider celles qui se faisaient tuer à coups de pelle devant nous. Il y avait beaucoup de Françaises. Je me souviens très bien de 2 d'entre elles, Germaine Tillon et Violette Lecoq. Germaine était chef d'un réseau de résistance à Paris. Elle aida à l'évasion de prisonniers. Je me souviens qu'elle nous racontait cela le soir, les yeux brillants. C'était une belle femme. Une femme qui donnait du courage. Violette, elle, était plus discrète. Alors que Germaine écrivait dans un cahier soigneusement caché une opérette où elle s'inspirait de notre quotidien, Violette, elle dessinait. Elle voulait aussi laisser une trace de notre quotidien. Je crois que ces femmes, au fond, pensaient qu'une part de nous pouvait survivre à cette horreur. J'étais admirative, touchée même, par cette force qu'elles avaient de vouloir combattre encore, malgré l'injustice des coups qui tuaient tous les jours devant nos yeux. Je me rappelle très bien de cette gardienne SS, Dorothée Habins. Elle avait à peine 20 ans. Elle se promenait dans les rangs des détenus, sa cravache à la main, cherchant la femme la plus faible ou la plus effrayée pour la rouer de coups. Un jour, devant une de ses victimes à terre, elle lui écrasa les chevilles avec la pointe de ses bottes. Elle repartit couverte de sang. Le soir même, on pouvait la voir rôder autour des camps avec son amoureux, un autre garde SS. On l'entendait rire et faire l'amour. Il y a des choses avec le temps que j'arrive toujours pas à comprendre, que je m'explique pas. Il y eut à Bergen-Belsen bientôt une femme, si on pouvait appeler ça une femme, portant le doux surnom de salope de Belsen. Surnom donné par les prisonniers à cause de son comportement particulièrement cruel et pervers. Elle s'appelait de son vrai nom Irma Greyes. Gardienne SS, elle fut appelée aussi l'ange blond d'Auschwitz, où elle se forma avant de venir ici, à Bergen-Belsen. Une mâchoire carrée, grande, forte, visage masculin surplombé de cheveux blonds, un produit 100% arien. Elle a pratiqué des fusillades massives, des exécutions individuelles au pistolet, des coups de fouet et humiliations sexuelles, des lâchages de détenus dans une pâture de chiens affamés. Pour la petite histoire, mais ça je ne devrais pas vous le dire puisque je n'y étais pas. Après son arrestation par les Anglais, elle déclara qu'elle avait pris plaisir à tuer des gens et à les faire hurler de souffrance. Elle clama son innocence prétextant « C'était notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin d'assurer l'avenir de l'Allemagne. » Au moment de se faire pendre, son dernier mot fut pour le bourreau. Elle fixa d'un air dur et froid et lui dit « Schnell », ce qui signifie « Dépêche-toi ». La faim, moi qui ai vécu sur les routes, j'ai appris à la contrôler. Mon corps s'est habitué. Mais la famine, des jours sans eau ni nourriture, ça personne n'y est préparé. Une louche de soupe au rutabaga et une ration de pain avec un carré de margarine gros comme un sucre. Voilà le repas quotidien d'un déporté. Celui qui travaille mange, l'autre meurt. Heureusement d'ailleurs que certains meurent. En les faisant passer pour malades, on pouvait espérer avoir leur ration. Et c'est le genre de ruse qui ne dure pas longtemps. Sinon, il y a les rats. Les rats qui mangent le nez et les oreilles de nos cadavres et que nous mangeons à notre tour. La famine, croyez-moi, vous mangeriez n'importe quoi, jusqu'à vos propres morts. On m'affubla d'un triangle vert, celui des meurtriers, et je fus considéré comme tel alors que mon seul crime était d'être né noir. Comme quoi l'apparente réalité est souvent trompeuse. La majorité des détenus ici étaient dits politiques. Il y avait très peu de juifs. Mais il y en avait pourtant un très célèbre, Herschel Grynszpan. Ce jeune juif polonais était connu pour avoir abattu en 1938 le secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst von Rass. Cet assassinat servit de prétexte à Adolf Hitler pour lancer contre les Juifs des opérations de grande envergure, dont la célèbre Nuit de cristal. Citoyen polonais né en Allemagne en 1921, il rêva très jeune d'aller en Palestine. À l'âge de 15 ans, il part seul pour Bruxelles, traverse clandestinement la frontière et rejoint son oncle à Paris. Il a alors 17 ans quand il apprend par une lettre l'expulsion de sa famille vers la Pologne. Les journaux lui apprennent le sort réservé aux expulsés juifs. Il se dispute avec son oncle, à qui il reproche de ne rien faire et claque la porte. Il n'a qu'une idée en tête, se venger. Il écrit alors une lettre à sa famille, achète un revolver et se rend à l'ambassade. Il demande à avoir un entretien avec le secrétaire particulier de l'ambassadeur afin de lui remettre un document important et en main propre.
Il est reçu de suite et une fois face à Bomras, qui lui demande l'objet de sa visite, Greenspan se lève, sort son revolver et s'écrie « Vous êtes un sale boche et au nom de 12 000 juifs persécutés, voici le document. » Il tire 5 fois. L'homme s'écroule mais trouve la force d'appeler au secours. Herschel est alors arrêté, puis déporté à Berlin et ensuite ici. Plus tard, on prouva au procès d'Essen que Greenspan et Bomras se connaissaient d'avant. Ils se fréquentaient souvent au Bœuf sur le Toit, un cabaret parisien, homosexuel. Crime passionnel ou politique, ouais, l'apparente réalité est souvent bien trompeuse. Nous avons donc quitté notre terre pour celle de la France. L'entraînement aura lieu dans le Massif central, région rappelant notre relief yougoslave. À des kilomètres de chez nous, la désertion n'est plus possible. Très vite, des tensions apparaissent entre les officiers Volksdeutsche et nous. On nous traite de mujos. Nos officiers prennent plaisir à humilier certains d'entre nous. La rude discipline qui nous est imposée, ainsi que ce nouveau mode de vie, ne nous conviennent plus. Certains pensent à se rebeller. C'est alors qu'on entend parler d'une mutinerie menée par les Albanais, plus au sud, à Villefranche-de-Rouergue. Les Alliés y voient comme un espoir en annonçant une ville libérée pour un jour. Les Allemands reprennent le dessus. Himmler est alors amené à réagir. Il déclare à tous les officiers que les musulmans doivent être respectés et que toute plaisanterie à notre égard seront punies. Une véritable révolution dans un corps national-socialiste très influencé par la mystique germano-païenne. On nous accorde des privilèges, nourriture de qualité, 5 prières 5 fois par jour, tournées vers la Mecque, un mollah par régiment et même un imam par bataillon. Je retrouve alors la foi en ces hommes. À la fin 1943, les premières unités croates musulmanes commencent à quitter la France et nous partons à Neuhammer, à la frontière germano-tchéco-polonaise, pour y parfaire un entraînement très dur, voire trop éprouvant. Depuis 1944, nous revenons enfin sur notre terre, mais beaucoup moins nombreux qu'au départ. Nous allons alors lutter contre les communistes de Tito. Je suis excité à l'idée de combattre, de me battre pour cette nouvelle patrie dont je suis fier. Je suis sur ma terre. Cette fois-ci, je ne suis plus cette minorité délaissée et humiliée, non. Je suis du côté des forts, du côté du pouvoir, du côté des vainqueurs. Allahu Akbar. Ne croyez pas que le déporté soit un bon et le SS un méchant. Non. Dans un camp de concentration comme dans toutes les guerres, il ne faut pas être manichéen. J'ai vu des détenus écraser ou pousser des enfants pour leur voler leur ration et la manger en les regardant mourir. J'ai vu des gardes SS ramasser une miche de pain pour la donner à un des nôtres. Le pouvoir du plus fort. Le pouvoir. Vous connaissez des hommes de pouvoir qui n'ont jamais enfreint la loi? S'il vous plaît, si un jour vous racontez l'histoire, ne dites pas à vos enfants que les détenus étaient des victimes et les SS des bourreaux. En fait, il n'y a pas de vrais méchants ni de vrais gentils. Il y a juste des hommes. Des hommes. Il existait des relations entre toutes ces femmes, des relations charnelles aussi parfois, mais cachées. Les femmes d'allure masculine étaient appelées des Jules. Elles taillaient des croix sur le front de leur régulière. On appelait ça des croix de vache. Mon bloc était surveillé par une de ces femmes. Elle me proposait souvent une cigarette. J'ai toujours dit non. J'ai refusé tout contact avec n'importe quelle femme. Je me disais, mais attends que la guerre soit terminée, Anna. J'ai été très prudente. Il y avait une très belle fille, Elsa. Un sergent SS l'a surprise un jour, en train de faire la chose avec cette grosse vache. Elle fut envoyée dans un autre camp, où on l'a mise dans un bordel. Ouais. Les bordels existaient dans bon nombre de camps de concentration. Himmler voyait un moyen d'accroître l'efficacité des travailleurs forcés et de combattre l'homosexualité masculine. Les nazis aimaient tout particulièrement faire travailler les lesbiennes dans les bordels. Ils pensaient que ça les remettrait dans le droit chemin. Elsa a dû ensuite être déportée dans un camp d'extermination, à moins qu'elle ne soit morte sous le jeu sexuel et sadique d'un SS ou d'un capot. Voilà le sort réservé aux lesbiennes dans les camps. Combien d'entre nous ont été tués, comme elles, sous le Troisième Reich? Combien ont été violés? Combien ont dû se cacher? J'espère juste que la persécution de toutes ces femmes ne sera pas oubliée.
qu'elle ne sera pas effacée de l'histoire. À Dachau, il y avait un bloc spécial, un bloc qui n'existait dans aucun autre camp. Les blocs 26 et 28, appelés communément le bloc des prêtres. Pour ne pas heurter les chrétiens de front, Hitler décida que tous les prêtres catholiques et pasteurs protestants allemands ou étrangers de tous les camps soient transférés à Dachau. Même si beaucoup de prêtres polonais n'étaient pas appréciés des nazis, il était assez marrant de voir cette élite de déportés qui n'allait jamais casser du caillou, bien nourris, dans le confort absolu, guettant par leurs fenêtres nous autres pauvres pèlerins couverts de poussière et craignant la pendaison ou les fusils chaque jour. J'étais écœuré de voir ces hommes pleins de spiritualité et hors du temps qui n'ont jamais rien fait, tout comme leur Vatican d'ailleurs. Mis à part leur cher pape qui s'est permis au Noël 42 de prononcer ses vœux pour tous ceux qui, pour une question de race, sont condamnés. Mon Dieu, quel courage. Alors qu'il savait très bien ce qui se passait ici. Toi, là-bas, tu en es la preuve vivante. Dis-leur. Leur dire quoi? La vérité. Quand 1259 juifs de Rome sont déportés sous les fenêtres du Vatican, le pape n'a même pas tenté d'empêcher par sa présence le départ du train. Mais je suis de Firenze et pas de Roma, j'ai rien vu de tout cela. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Juifs ou catholiques, vous êtes tous issus du monde judéo-chrétien. Calme-toi. T'es comme saint Thomas, toi, peut-être. Tu crois que ce que tu vois? Pierre, Eh ben, regarde. Regardez tous où on en est. À quoi bon? Maintenant, vous pouvez y croire. Vous pouvez. Ça ne sert à rien. Ouais. Oh non, ça ne vous servira à rien. Comme disait Paul Touvier, le premier Français condamné pour crime contre l'humanité, l'Église suivait le maréchal et le maréchal suivait le Führer. Moi, je suivais l'Église. Mon devoir était donc tout tracé. Sémite vient du nom de Sem, Shem, un des enfants de Noé dans la Bible. Il sera ainsi le père des Sémites, une population mythique, voire mythologique, qui regroupe les Araméens, les Assyriens, les Élamites, les Hébreux, les Phéniciens, enfin tous ces peuples du Moyen-Orient, des plaines arabes au Maghreb en passant par l'Éthiopie. Si les mots ont autant d'importance, alors être antisémite, ce n'est pas juste être anti-juif, c'est aussi rejeter les peuples arabes et perses, c'est rejeter tout le Moyen-Orient, le berceau du christianisme, du judaïsme et de l'islam. C'est un crachat noir sur notre foi, nos croyances. C'est renier non pas juste ma culture, mais celle du monde. Quand je suis devenu antisémite, je ne me suis même pas rendu compte que je me rejetais moi-même. C'est peut-être ça le rejet de l'autre. C'est avant tout le rejet de soi. Ouais, peut-être. À Auschwitz, il y avait un bloc que tout le monde redoutait. Quitte à faire un détour, on évitait de passer devant le bloc 11, surnommé le bloc de la mort. Il y avait quelque chose de malsain dans l'air, quelque chose qui vous hérissait le poil. Je fus bientôt affecté au ramassage des cadavres et entrai dans les murs de ce bloc d'où on ne ressortait jamais vivant. Mais moi, petite tzigane solitaire, presque invisible, on m'a laissé faire ce travail pendant des mois. D'habitude, celui qui assiste à la mort des autres n'est jamais vivant longtemps. Ici, on fusillait, on torturait à la chaîne. Mais en 1941, le bloc 11 fut célèbre pour une toute autre raison. Rudolf Haus, commandant du camp, eut un jour une idée en regardant la chambre de décontamination des uniformes de déportés. Chambre dans laquelle étaient entreposés les vêtements sur lesquels on déversait du zyklon B. Ce pesticide, sous forme de cristaux, était utilisé pour la désinfection et la dératisation. Il était alors interdit de pénétrer dans la pièce, le produit étant trop puissant. Le zyklon B fut inventé par le chimiste allemand Fritz Haber, qui en plus d'être prix Nobel, ironie du sort, était juif. L'idée de Haus fut d'en faire une toute autre utilisation. Il remplit les sous-sols du bloc 11 de prisonniers russes qui eurent la primeur de goûter au nouveau concept de la chambre à gaz, qu'allaient ensuite utiliser à foison les nazis pendant près de 4 ans. Ils durent s'y reprendre à 2 fois, mais le pesticide puissant eut raison de 850 hommes en quelques heures. C'est la première fois de ma vie que je vis autant de morts. La première fois que j'ai vraiment senti que je n'étais plus parmi les vivants.
Les nazis ont fait abattre par leurs prisonniers des dizaines d'hectares de forêt pour la construction du camp de concentration de Buchenwald. Un arbre. Un seul arbre placé au milieu du camp fut cependant volontairement épargné. Selon la légende, ce chêne était celui sous lequel le poète, philosophe et dramaturge Goethe avait pour habitude de se reposer, de méditer ou de travailler. Les nazis y virent un symbole fort et ne voulurent pas le raser. Ainsi, au beau milieu du camp de concentration se dressait ce que l'on appelait l'arbre de Goethe. Un proverbe circulait parmi les déportés. L'Allemagne nazie disparaîtrait le jour où le chêne de Goethe s'abattrait. L'arbre sera l'une des victimes du bombardement allié de juillet 1944. Acte troisième, au cœur d'un hiver blanc et sec, concentration à extermination. De camp de concentration À camp d'extermination. De camp de concentration À camp d'extermination. De camp de concentration À camp d'extermination. De camp de concentration à camp d'extermination, il n'y a qu'un pas, vous l'avez bien compris. Un jour chaud d'août 42, une vingtaine de femmes est appelée. Désormais, on exécute. Mais ce jour-là, aucun coup de feu. Un groupe de jeunes Polonaises, assez mignonnes pour certaines. Sans le savoir, elles allaient être les premières de ce qu'on appela plus tard les lapins. Les appels se succédèrent pendant des mois, toujours par petits groupes. On les enferma dans une infirmerie qui ressemblait plus à un laboratoire. On imaginait bien ce qui pouvait s'y passer. Beaucoup y sont mortes. Puis un an plus tard, les appels cessèrent et les survivantes affreusement mutilées furent renvoyées au bloc 32, sans aucune assistance médicale. Elles n'intéressaient plus. Sortant du coma, sous la douleur de leurs jambes ouvertes jusqu'à l'os, elles se révoltèrent. 5 d'entre elles furent fusillées le premier soir. Dès le lendemain, les SS voulaient liquider celles qui restaient. Nous avons alors tout envahi le bloc 32 pour veiller sur elles et tenter de les calmer. Et pendant la nuit suivante, nous avons vidé ce bloc, pas bien gardé. Et nous les avons cachés dans tous les autres baraquements et partout dans le camp. Aucune réprimande n'a été faite. Je crois au fond que ça les arrangeait, les SS. Nous, telle une meute de louves, nous tentions de soigner les nôtres. Et eux, ainsi, se débarrasser de jouets dont ils s'étaient trop ennuyés. Mais nombreuses tombèrent dans des états de souffrance tels qu'on dut les... Étouffer quelqu'un avec un oreiller, j'ai appris à le faire. Ouais. De camp de concentration à camp d'extermination, il n'y a qu'un pas. Vous l'avez bien compris. Je me suis réveillé un matin au camp de Jasenovac, au centre de la Croatie. Ce camp, qu'on appelle là l'Auschwitz des Balkans, était avec les camps d'Ustis et de Granida, une plateforme d'extermination qui supprima près d'un dixième de la population de mon pays. 2 jours plus tôt, ma main avait tremblé. Je n'avais pas pu tuer ce gosse qu'on m'ordonnait d'abattre. Je n'avais pas pu. Un autre l'a fait à ma place. J'ai déserté, on m'a arrêté et déporté ici. Vous saviez que Saran signifie celui qui veille la nuit? C'est au camp de Jasenovac que j'ai compris combien je portais bien mon prénom. Ici, la mort pouvait vous frapper à tout moment. La cruauté des Oustachis était sans limite. Une de leurs spécialités était de faire mourir les détenus de faim. Et ils firent construire bientôt la baraque des cloches, une petite pièce sans fenêtre avec une porte vitrée qui permettait aux gardes de suivre la lente agonie des détenus. Une trentaine y était entassée. Au bout de quelques heures ou de quelques jours, les Oustachis vidaient la salle pour les remplacer par de nouveaux prisonniers. On tuait les agonisants en les égorgeant au couteau, comme des moutons. Ouais. La mort pouvait frapper n'importe où, n'importe quand et sans aucune raison. J'ai alors appris à être fort et vigilant. La forêt qui chante. C'était quelque chose d'irréel, qui vous glaçait le sang et vous empêchait de dormir. Buchenwald, comme je vous l'ai dit, était construit au milieu d'une forêt. À quelques mètres du camp, une centaine d'arbres furent coupés et ont mis à la place de hauts piliers de 2 mètres. Une torture bien connue des nazis était d'attacher à ces piliers des hommes par les poignets, les bras liés dans le dos, le corps à la verticale. Ainsi, tout le poids du corps reposait sur l'articulation des épaules qui cédait non pas d'un seul coup, mais bien doucement et longtemps.
Les hommes restaient des heures dans cette position, hurlant comme des damnés jusqu'à la mort. Cela pouvait durer des heures, des jours. La nuit, dans un silence nocturne, les cris redoublaient. Ainsi, dans l'obscurité, sur votre paillasse et sous votre couverture en laine, vous entendiez dans votre sommeil comme des centaines de fantômes lointains qui criaient et appelaient au secours, qui appelaient la mort pour qu'elle les emporte. Des cris inhumains. Avec le temps, je crois qu'ils n'étaient plus une centaine, mais des milliers. Ouais. Voilà ce qui hantait vos nuits. Voilà ce que nous appelions la forêt qui chante. À Sachsenhausen, les détenus furent très vite des cobayes. En septembre 1939, ils ouvrirent un réveilleur dans lequel étaient menées toutes sortes d'expériences. On testa sur des milliers de détenus des capsules de cyanure. Il s'agissait de trouver la plus petite dose possible pour foudroyer un homme en 15 secondes maximum. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois, au moindre millilitre de plus ou de moins, et à chaque fois sur un nouveau cobaye, le précédent étant déjà mort. Ils ne faisaient leurs recherches que sur des détenus en bonne santé et plutôt de race blanche, de peur que nos différences faussent les résultats. Les quelques nègres furent alors épargnés par cette macabre extermination. Il y eut aussi des recherches sur un gaz liquéfié appelé le 010, huile zéro, qui, au contact de la peau, déclenchait des infections microbiennes. On testait aussi de nouveaux médicaments, des poisons en tout genre. Les pauvres victimes se tordaient dans tous les sens, criant, implorant qu'on les abatte et qui mouraient dans d'affreuses souffrances, leur peau virant au jaune, au bleu ou même au noir, la bouche écumant, les yeux révulsés. À défaut d'être cobaye, j'étais spectateur de scènes qui me resteront en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. La mort lente est sûrement une des pires. Derrière le complexe des blocs où nous sommes entassés entre étoiles jaunes à Belsen, il y a encore d'autres baraquements à perte de vue où sont internés d'autres détenus. Des triangles noirs, roses, rouges, une foule de femmes, d'enfants internés sous tous les prétextes possibles et inimaginables, des milliers de personnes, tout un monde, comme une civilisation factice. Moi, simple individu, je me sentais minuscule, inutile. Combien étions-nous? Et tous les jours de nouveaux arrivants. J'étais spectatrice d'une scène de désolation, une réalité dont je faisais partie. Une armée de malheureux poussés aux travaux forcés et déjà faibles, détruits, affamés, torturés. Je savais qu'il existait un procédé brutal plus cynique, l'assassinat en masse par les gaz ou le feu. Mais ici, devant mes yeux, c'était l'extermination lente, lâchement calculée par la faim, la terreur, les épidémies savamment entretenues. Les corps ne répondent plus. Personne n'est capable de marcher droit normalement ici. Tout le monde chancelle et traîne des pieds. Des familles entières s'éteignent en quelques jours. C'est la mort lente, lourde, implacable. Il n'y a pas que les chambres à gaz dans les concentrations de lager. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de chambre à gaz en action à Dachau. Mais il y a des sanctions, des punitions, des exécutions. Le crapaud, par exemple, où vous devez sautiller accroupi les mains derrière la nuque autour de la place d'appel. Ou encore la schlag, 25 coups de fouet ou cravache frappés sur le dos et les fesses dénudées. Sanglé à plat ventre et les pieds pris dans un carcan, vous ne pouvez pas bouger. Le cachot, une corde passée sous les aisselles, vous êtes descendu dans un puits et resté ainsi dans le noir complet. Ah, un de mes favoris, le disque rouge. Si vous êtes pris après vous être évadé, vous devez vous coudre un disque rouge et blanc à la place du cœur et dans le dos de votre uniforme. Les SS, en haut des miradors, appellent ça alors la cible. Je vous laisse deviner la suite. Et puis il y a l'exécution sommaire qui se fait par les armes, les coups ou l'injection de produits toxiques. La pendaison à l'entrée du camp a lieu le soir au cours de l'appel. Les détenus doivent assister à l'exécution et passer un par un devant la victime en la regardant. Le samedi soir, l'orchestre du camp composé de détenus doit accompagner la pendaison en musique. La souffrance et la mort, j'y suis devenu insensible. Comme vous et moi, les responsables d'Auschwitz avaient un nez, une bouche, une voix, une raison humaine. Ils pouvaient s'unir, avoir des enfants. Moi, petit homme chétif, presque invisible, tel un spectre,
J'ai tout vu sans jamais gêner personne. Je me suis adapté. J'ai appris leur langue, compris leur but. J'ai appris à baisser la tête, à ne laisser rien paraître. J'ai compris leurs ambitions, leur détermination. Je regarde ces milliers d'hommes et de femmes déverser des trains, se mettre à nu, disparaître dans ces entrailles de fer et s'évader dans le ciel en fumée. Il doit y avoir encore un peu d'eux là-dedans. Les chiens aboient souvent en direction du ciel, menacés par un air trop lourd. J'ai vu les cheminées se multiplier sur l'horizon. Une mort industrielle. Les 3 camps d'Auschwitz, et surtout celui d'Auschwitz-Birkenau, étaient devenus des grands parcs de morts industriels. Des usines fonctionnant jour et nuit sans interruption. À toute heure, je regardais ce ciel qui étouffait. Un ciel gris pollué par ces fumées épaisses. Nous respirions un air rempli de minuscules particules noirâtres. Des particules de corps carbonisés. Tout cela se déposait dans nos poumons, sur notre langue. Ouais, la mort était partout, jusqu'à s'introduire dans nos corps. Tout était couvert d'un manteau d'âmes perdues qui n'ont pas compris. Non, personne n'a compris, car personne ne peut comprendre ça. Une limite a été dépassée. Une page est tournée. L'image de l'homme est désormais inséparable d'une chambre à gaz. Ici, à Jasenovac, il y avait parmi les détenus beaucoup de juifs, de serbes et surtout des tziganes. Les tziganes. Je me suis toujours méfié de cette race de voleurs. Et les faits me donnèrent bientôt raison. Un soir, un groupe de Roms, tout nouveau venus au camp, servent la soupe. On ne comprend pas vraiment. Certains, comme moi, préfèrent jeûner. 3 heures plus tard, ceux qui en avaient bu sont pris de convulsions et meurent. On apprend bientôt que les Oustachis, en sous-nombre pour nous surveiller et nous exterminer, ont formé un commando composé de détenus tziganes pour les aider. Ces Roms creusaient des fosses. Certains nous regardaient le sourire aux lèvres. Ils chantaient Gloire à Pavlik, un chant patriotique croate nazi. À ce moment-là, je me suis vu en eux. Bêtes et ignorants, sans se rendre compte qu'ils étaient instrumentalisés et qu'ils creusaient leur propre tombe. Ensuite, ils dépouillaient eux-mêmes les détenus de leurs vêtements, ils leur arrachaient les dents en or, puis les égorgeaient, les poussaient dans ces fossés immenses. Certains y prenaient plaisir, et d'autres prenaient leur temps pour creuser, afin de laisser 2 ou 3 jours de plus de vie à leurs futures victimes. Mais la finalité était la même. Ils exterminaient les leurs, et l'étaient un peu plus tard exécutés à leur tour. Le typhus envahit tous les dortoirs. Ceux qui avaient résisté aux cellules de la Gestapo, au transfert des camps, au tunnel de la mort, à la dysenterie, aux coups, aux piqûres, disparaissaient les uns après les autres. Il y avait des formes foudroyantes qui pesèrent, des formes en apparence bénignes qui donnaient l'illusion qu'il allait faire son typhus debout et qui, brusquement, plongeaient dans un coma mortel. On laissait les hommes atteints dans leurs blocs. Les bâtiments de contagieux débordaient jusque dans les lavabos. Les corps gisaient, la plupart agités d'un délire bruyant, marmonnant des mots rapides, les yeux injectés, nuque raide, l'ouïe éteinte, la bouche imprégnée d'une saveur affreuse de pourriture. La saleté atteignait un niveau indicible. Les malades couchaient dans leur matière, qui coulait sur les couchettes inférieures, se répandait sur le plancher où elle s'étalait en un putride marécage. Les infirmiers, les policiers, les capots étaient frappés comme les autres. Les morts demeuraient des jours et des jours dans leurs grabats, dans les allées des blocs, dans les rues du camp. J'allais mourir. Tiens, il neige. Oui, j'espère que ça va adoucir l'air. J'ai froid. Enveloppe-toi dans ta couverture de laine. Ici, il fait plus froid, tu sais. Il fera toujours plus froid ici qu'ailleurs. Fermez les yeux. Quoi? Faites-moi confiance. Fermez les yeux. Pensez à la vie d'avant.
La vie d'avant? Fermons les yeux et oublions tout ce qui est ici. Souvenez-vous d'avant. Les champs balayés par le vent chaud en plein été. Ouais, La boutique de mon père. Toute la famille autour de la table à la maison. ouais. Si je pense à ma vie avant les camps, je veux garder une seule chose. Paulette. C'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Elle était belle, douce. Je voulais qu'elle soit ma femme. La femme de ma vie. Ses parents étaient des communistes militants. Nous étions ensemble depuis presque 2 ans. Elle voulait un bébé et puis la guerre est arrivée. Un soir, je vais la chercher. Personne ne répond. Et la voisine, sortant rapidement la tête de sa fenêtre, me dit: Partez, partez, monsieur, les Allemands sont venus et ils les ont emmenés. Je suis devenu fou. Je suis allé trouver mon père. Il m'a alors regardé froidement. Il m'a demandé: Es-tu courageux, mon fils? Oui, j'ai répondu. À l'auberge du Renard, au coin de la rue, se cache un groupe de résistants. Va les voir de ma part. Ils ont réussi à avoir des uniformes SS. Si tu veux la sauver, prends-en un et va la chercher. Ils sont retenus à l'école primaire qui a été réquisitionnée par les nazis. Mais va les chercher dès ce soir car un convoi part demain. Fais-toi passer pour un des leurs et fais-la sortir. Vas-y maintenant, sinon tu le regretteras toute ta vie. Vas-y, avant que ta mère ne rentre. Alors j'ai couru à l'auberge, j'ai parlé avec celui qui sera mon meilleur ami, Albert, un jeune résistant de mon âge. J'ai enfilé l'uniforme et je suis allé seul là-bas. Je suis entré, Heil Hitler, et j'ai vu cette grande salle où des centaines de gens attendaient. Je l'ai vue, elle, dans cette foule, le regard apeuré. Alors j'ai demandé à voir le commandant. Le gars de la Gestapo me dit: Vous me la ramenez? Bien sûr. Que ferais-je d'une salle communiste? Je lui réponds. Et je suis parti avec elle. Nous avons quitté l'école. 100 mètres plus loin, je me rappelle très bien de l'endroit. Je l'ai serrée fort. Et puis je l'ai prise par la main, car il fallait faire vite. Mais elle s'est arrêtée. Elle m'a dit tout doucement: Je ne peux pas venir avec toi, Pierre. Ma famille, ils ont besoin de moi. Ma place est à leur côté. Si je suis la seule à pouvoir les aider, si je les abandonne, je ne pourrai plus jamais être libre. Elle m'a embrassé, les yeux pleins de larmes, et elle a fait demi-tour et a disparu en direction de l'école. Je suis reparti sans comprendre, titubant et tremblant. Quand je suis arrivé à l'auberge, je suis tombé dans les bras d'Albert. J'ai compris alors que quelque chose était brisé à jamais. À ce moment-là, j'ai compris où était ma place. Il y avait un homme que tout le monde craignait ici à Sachsenhausen, Otto Skorzeny. Il fut célèbre pour avoir, sur demande d'Hitler, retrouvé et libéré un certain Benito Mussolini en Italie. À la fin de la guerre, il collabora à la stratégie de Die Spinne, l'araignée chargée de veiller à la bonne fuite des anciens SS vers l'Italie. Son passe-temps préféré était de venir séjourner quelques jours ici au camp de Sachsenhausen et de tester les nouvelles armes sur les détenus. Chaque nouvelle balle, nouveau fusil ou revolver passait entre ses mains. Il faisait alors des cartons sur les prisonniers. La plupart d'entre nous couraient alors dans tous les sens, tandis que d'autres, acceptant cette fatalité, ne bougeaient plus, ou même se présentaient à lui les bras en croix. Le jour le plus mémorable fut celui où il expérimenta des balles empoisonnées explosives. Ce jour-là fut un véritable carnage. Vous savez, pour chaque meurtre d'un homosexuel par un nazi, celui-ci est doublé d'un meurtre à sa mémoire par sa famille, par l'histoire, par vous. On le tue, et l'histoire dissimulant ce qu'il était, le tue doublement. Je ne sais de ces deux meurtres lequel est le plus ignoble. J'ai eu une relation avec un autre triangle rose à Buchenwald. Je suis tombé amoureux de lui. Igor. Nos deux lits étant au fond du baraquement, nous avons eu la chance d'avoir un peu d'intimité. Il m'a donné de la force quand j'en avais plus et je lui dois ma vie. Ce garçon. Un garde SS nous a vus un jour et il n'a rien dit. Il nous a même protégés, si on peut dire. Il était notre surveillant à la carrière de Roche et il nous a toujours bien traités. Et puis un jour, ce garde a disparu. Un autre a pris sa place et
Et un matin, au moment de l'appel, ils ont fait venir Igor devant nous et ils ont lâché les chiens sur lui. Si j'avais baissé la tête, si j'avais fermé les yeux, il m'aurait sûrement exécuté le lendemain. Il s'est trop de fois battu pour que je reste en vie. Il s'est battu trop de fois pour que je le regarde pas partir. Si j'avais fermé les yeux, je l'aurais tué doublement. Vous comprenez? Je l'aurais tué doublement. Les femmes de Ravensbrück étaient dédaignées en tant que femmes. Tuer la femme qui était en nous, c'était nous tuer à petit feu. Bientôt, on ne saigne plus. Interruption brutale de nos cycles menstruels, et ça dès notre arrivée dans le camp. La fatigue et la misère ne peuvent donc pas être responsables. Bientôt, on comprend qu'un produit versé dans le café du matin nous provoque des bourdonnements d'oreilles. Nous étions victimes d'une sorte de castration chimique. Mais à choisir, il valait mieux refuser d'être mère que de vivre l'horreur qu'infligeaient les SS à ces jeunes mamans. Dès qu'une femme enceinte arrivant au camp donnait naissance à son enfant, il est soit brûlé dans la chaudière, soit noyé dans un seau, et ce devant sa mère. À la fin 43, une nouvelle décision permit de laisser les nouveau-nés en vie. Je fus affectée à Kinderzimmer, la chambre d'enfants, qui fut alors créée. Les enfants naissaient généralement assez beaux, puis prenaient rapidement l'aspect de petits vieux. Et tous mouraient avant 3 mois. De faim, de diarrhée, de pneumonie. Je n'ai jamais été mère. À chaque fois que je voyais un nouveau-né, je revoyais ceux de Ravensbrück. Je n'aurais jamais pu être mère, non, je ne crois pas. Mais s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est que le peuple qui tue ou qui laisse mourir autant d'enfants est un peuple qui ne peut être destiné qu'à s'éteindre. Oui, notre fin est proche. La fin pour beaucoup d'entre nous est proche. Avec le temps, il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus d'espoir. Nous étions un peuple décimé. Plus de force, plus de raison de vivre encore. Juste le typhus et la mort. Le camp des Gitans était devenu un bidonville jonché de cadavres et de mourants qu'ils ont passés au lance-flammes. Ils ont désigné les plus forts, les hommes encore debout, ceux qui semblaient être épargnés. J'en ai fait partie. Et ils nous ont dit, on vous transfère dans un nouveau camp. Un nouveau camp? Une nouvelle terre, un nouvel espoir. Et ils ont dit, pour ça, vous devez passer aux douches. J'ai compris. J'ai suivi les pas des autres. Notre petit groupe se mêlant à un autre groupe, se mêlant encore à d'autres gens. Devant le bâtiment imposant, nous devions être une centaine. Dans le froid, on nous a fait mettre nus. Un grand SS dit haut et fort, ce sont des douches qui tuent les bactéries. Il faut respirer très fort, cela tonifie les poumons. C'est un moyen de prévenir les maladies contagieuses. C'est une bonne désinfection. Un premier groupe est entré. J'ai failli en être, mais j'ai fait un pas en arrière. Un garde m'a regardé en riant et il m'a dit « T'as tort, l'eau sera beaucoup moins chaude à la prochaine. » Je voulais repartir au camp des Gitans, repartir en arrière, repartir en été avec ma famille, là où il fait chaud. Je regardais les épaisses fumées dans le ciel. Et puis les portes se sont rouvertes et nous sommes entrés. Nous avons passé 2 longs couloirs, sommes montés par petits groupes, des escaliers en bois jusqu'à la salle. Je savais. J'espérais, mais je savais. Une petite fille s'est collée contre moi. Je l'ai prise dans mes bras. Le visage enfoncé dans sa crinière de cheveux sales. Ils ont fermé la porte. Tout le monde s'est tu. Le silence. On a entendu un bruit au plafond, puis comme du sable ou des petits cailloux qui tombaient dans un tuyau.
Et puis ce bruit. Ce bruit. J'ai instinctivement pris mon souffle et j'ai collé cette tignasse de cheveux sur mon visage. Je les ai vus, criant, agonisant, les yeux exorbités pour certains et pleurant pour d'autres. Ils devenaient bleus. Certains se déféquaient dessus avant de s'effondrer. Et j'ai senti mes poumons brûler. Je suis mort ce jour-là, dans une agonie courte et douloureuse. Tout s'est arrêté là pour moi. Et il y a pourtant encore tant de choses qui n'ont pas été dites. Et puis... Non, nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d'ici. Qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l'homme ici a pu faire d'un autre homme. Non, vous n'en reviendrez pas. Acte final, à l'espoir d'un nouveau printemps, libération. la libération? Lorsque les Américains approchèrent du camp de Dachau, l'état-major allemand donna l'ordre de tuer tous les prisonniers. Mais le politicien communiste Oskar Müller, alors chef du comité de résistance du camp, décida de libérer en cachette au nom de la Croix-Rouge internationale quelques prisonniers afin d'avertir les soldats américains de l'endroit exact du camp et de l'urgence qu'il y avait à intervenir. J'en faisais partie. Dans une nuit fraîche d'avril, tous les hommes les plus forts, une cinquantaine, nous sommes partis dans toutes les directions par petits groupes, sans savoir où trouver des soldats américains. J'étais avec 2 autres Français communistes, Louis et Jules. Nous les avons trouvés. Le 29 avril 1945, nous retournions à Dachau avec les Américains. Nous avons libéré le camp. Certains soldats américains furent tellement écœurés par le spectacle d'horreur qu'il leur était donné de voir qu'ils tirèrent à bout portant sur les officiers SS. J'ai regardé ça et j'avoue n'avoir éprouvé aucune pitié pour eux. Oui, la libération a été pour moi un jour magnifique. Le jour de fête qui donnait raison à toutes ces années de résistance, à toutes ces minutes où j'ai serré les dents, baissé la tête. Je suis rentré en France, j'ai retrouvé mes parents et nous sommes retournés vivre à Paris, plus exactement à la Courneuve, dans ce qu'on appellera plus tard la Cité Rouge. J'ai cherché longtemps Paulette et j'ai su plus tard qu'elle était morte dans le camp de Dora. Je me suis jamais marié. Je suis devenu cordonnier, j'ai ouvert une boutique et à force de cigarettes et de solitude et de regrets, je suis mort d'un cancer le 19 juin 1986 à 71 ans. L'herbe a repoussé sur le béton des camps de concentration, sur ces parcelles de voies de chemin de fer que plus personne n'utilise. Toute cette terre ne veut pas se souvenir. Doit-on, comme la nature, tout recouvrir de vie et d'amour quitte à y effacer nos traces, notre passé? La Seconde Guerre mondiale signifie pour moi tout ce qui a été de plus fort dans ma vie. Ma jeunesse, mon amour, ma résistance. Oui, je crois que si je devais un jour résumer ma vie, ce serait en un mot: résistant. J'ai résisté tant que j'ai pu pour exister. Je me souviendrai toujours de ce mois d'avril 1945. Les armées de Tito approchent. Tous les détenus sont alors réquisitionnés pour vider les fosses communes et brûler les restes des victimes extraites des charniers. Ceux qui fatiguent ou qui sont malades sont alors poussés vivants dans le feu. Durant plusieurs semaines, les bûchers fonctionnent sans interruption. Tous les registres et actes administratifs sont détruits. Nous savons que les Oustachis ne nous laisseront pas la vie sauve. Alors, une nuit, nous nous réunissons et nous tentons notre chance en chargeant l'entrée du camp. Beaucoup se font tuer cette nuit-là, mais une centaine d'autres, comme moi, réussiront à fuir. J'étais enfin libre. Je suis resté caché à proximité du camp dans l'obscurité de la nuit, ne sachant où aller. Je les ai vus abattre ce qui restait de détenus, et chanter et boire avant d'évacuer les lieux. L'aube pointait au loin. Je suis allé jusqu'au fleuve Sava. Je me suis baigné jusqu'à la taille. Sur cet horizon bleu, le soleil rouge de sang me réchauffait. J'ai senti la foi dans mon cœur. Puis je suis retourné chez moi. Je n'ai trouvé qu'une maison désertée. J'ai pleuré. Je n'étais pas triste, non. Mon sang était juste empli de haine et de souffrance. J'ai compris à cet instant
que cette terre n'était plus ma terre. On m'avait utilisé à mes dépens, manipulé, conditionné pour une guerre qui n'était pas la mienne. Ils se sont servis de nous, de notre pauvreté. Ils ont massacré ma famille, ma jeunesse, ma vie. La volonté de tout homme n'est-elle pas d'accéder à un certain pouvoir, à une certaine richesse ou à une simple reconnaissance de soi? Combien d'enfants trop pauvres de tout ou trop envieux des autres seront prêts à donner leur vie en l'échange du simple fait de pouvoir exister? Nous avons tous besoin d'amour, d'un moment de gloire, d'une certaine gratitude. Et quand tout cela nous manque, alors que fait-on? Que fait-on? Moi, je suis parti. J'ai traversé la Bulgarie et trouvé refuge au nord de la Turquie. J'ai travaillé comme taxi et à l'âge de 35 ans, je suis mort d'un infarctus le 25 juin 1952. Je savais, je sentais ce qui allait arriver plus au sud, dans ce Moyen-Orient d'où je tire mes origines, cette terre des hommes désormais coupée en deux. Yerushalayim. Oui. La fin de cette histoire n'a pas encore eu lieu. Non. La fin de cette histoire n'a pas encore eu lieu. À moitié morte, le corps fiévreux, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ces soldats anglais déambuler dans le Gant. Dans ces rues encombrées de squelettes vivants vêtus d'uniformes rayés comme moi. Ce moment était indescriptible. J'ai regardé ces hommes et j'ai pris conscience à ce moment-là de ce que j'étais devenue, moi. J'avais honte. Honte de ne pas être morte, d'être devenue cette chose qu'on ne peut même plus appeler une femme, qui fait si peur. Un soldat essayait de nous parler, mais personne ne comprenait l'anglais. Soudain, il eut l'idée de demander « Bis du Jude ?» Tu es juif? Un homme hocha la tête et lui répondit « Ya ». Il sourit. Alors un autre prisonnier s'approcha de lui et se mit à lui baiser les mains. L'anglais le regarda un moment et, sans pouvoir bouger, il tomba. Ce geste me bouleversa et je me disais en moi-même: comment le monde a-t-il pu faire une chose pareille à des êtres humains? Comment un homme peut-il baiser les mains d'un inconnu parce qu'il est libre? Le typhus avait eu raison de moi. Maintenant que nous étions libres, je pouvais fermer les yeux. Je suis morte 3 jours plus tard, le 18 avril 1945. J'ai rejoint la petite Anne, morte 3 mois auparavant, et les millions d'hommes, de femmes et d'enfants, pas seulement juifs, toutes ces personnes que j'ai croisées sur les routes, dans le train, dans ce camp, tous ces êtres avec qui j'ai échangé dans l'horreur, le soutien d'un sourire, l'espoir d'un jour meilleur, des regards qui valaient toutes les paroles. Les victimes d'aujourd'hui seront-elles les bourreaux de demain? Est-ce que nos mémoires réussiront à sauver votre présent, votre futur? Garderons-nous intact ce lien fragile, si ténu, tressé entre vous et nous? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, des émotions qui font partie d'un instant, des espoirs que l'on ne trouve dans aucune prière. J'ai appris beaucoup plus dans la souffrance et dans l'envie d'espérer au camp de Bergen-Belsen que je n'ai appris dans le confort de l'amour et des prières auprès de ma famille. Si la vie m'en avait laissé le temps, j'aurais voulu transmettre cela. J'aurais aimé donner. Oui, j'aurais aimé. Le 1er février 1945, Himmler donne à Kaindl l'ordre de préparer l'extermination des détenus de Sachsenhausen. Le 2 février, on extermine en grande hâte les malades et les détenus inaptes au travail. Les corps sont transportés au crématoire où ils sont exterminés par un commando venu spécialement d'Auschwitz. L'extermination des détenus se poursuit tous les jours et ce pendant près de 2 mois. Je fais partie des plus forts, ceux à garder pour transporter les corps et des aux tâches difficiles. Bientôt, des tonnes de bombes tombent autour de nous, détruisant les infrastructures des usines, du camp, mais aussi tuant des milliers de détenus. Je fus alors grièvement blessé par un éclat, mais j'ai dissimulé pour ne pas être abattu. Le 21 avril 1945, l'évacuation générale du camp est ordonnée pour plus de 30 000 hommes et 5 000 femmes. Nous partons par groupe d'environ 400, hommes et femmes confondus. Je perds beaucoup de sang. Je continue à marcher pour ne pas être abattu. La nuit tombe et nous faisons halte dans une clairière.
Je vois une femme endormie à quelques mètres de moi. Une femme qui m'avait souri et souvent regardé aujourd'hui. Par excitation, par désespoir, sentant que ma blessure me coûterait la vie, j'ai rampé jusqu'à elle. Je lui ai mis la main sur la bouche et je me suis introduit en elle. J'ai repensé alors aux affiches de propagande nazie où nous étions caricaturés comme des sauvages violeurs de femmes, et j'ai joui en elle. J'ai joui en espérant qu'elle survivrait à tout ça, qu'elle porterait mon enfant. J'ai joui en espérant qu'une part de moi pourrait continuer à vivre, malgré ma mort qui approchait. Avant de repartir, je l'ai serré fort. J'espérais qu'un enfant naîtrait, un enfant fier de porter une couleur différente des autres, fier de porter en lui une histoire, une culture, celle des sauvages, des esclaves, mais aussi celle des créateurs du jazz. Notre race sera-t-elle encore et toujours persécutée dans ce futur incertain? Doit-on juger un être sur son apparence ou sur ce qu'il a dans son cœur? Pourra-t-on un jour nous libérer de ces clivages qui font souffrir tant de personnes? Le métissage serait-il notre seule issue? Le lendemain, cette femme m'a souri. À bout de force, je me suis allongé dans l'herbe et on m'a abattu. Je suis mort ce matin du 22 avril 1945. Je ne sais pas si elle a survécu, si elle a donné naissance à mon enfant. Je ne sais pas, mais je l'espère. Oui. Dans un dernier souffle, j'ai espéré. J'ai survécu. Mais est-ce qu'on survit vraiment au camp de concentration? Une part de vous reste à jamais là-bas. La mémoire. Et je vais être honnête. La vraie libération, c'était pour les autres. Pour moi, encore pour d'innombrables homosexuels qui sortaient vivants des camps, commença alors les années de la honte. Menacés de prison, parfois condamnés par les mêmes magistrats qu'avant 45, nous autres homosexuels devions assumer notre existence dans l'angoisse. Au sortir des camps, beaucoup de triangles roses, en France ou en Allemagne où l'homosexualité était passible d'emprisonnement, furent enfermés. Vous sortiez d'un camp de concentration et on vous remettait en cellule. Ainsi, un détenu des camps devenait un prisonnier, comme s'il n'avait pas encore assez payé de sa personne. Et payer quoi? L'envie d'aimer? Pour ceux d'entre nous qui étaient revenus des camps nazis en évitant la prison, ce fut encore plus dur. De nombreux survivants de la terreur hitlérienne ne purent sortir de leur silence, par honte, par culpabilité vis-à-vis de ceux qui sont morts ou par peur de ne pas être compris, de ne pas être acceptés par ceux qui sont encore vivants. Tout ce que j'ai vécu là-bas, je n'en ai jamais parlé. Jamais. J'aurais voulu partager ça avec ma mère, mais dès qu'on évoquait le sujet, elle me disait: «Ah, c'est bon, c'est fini. À quoi bon ressasser tout ça? C'est du passé.» Ouais, à quoi bon? Je suis revenu vivre en Suisse. Je ne voulais pas revoir Berlin. Je n'ai pas pu prendre de chien. Non. J'ai donc eu des chats tout le restant de ma vie et j'ai ouvert un petit commerce sur les bords d'un lac. Ma mère est décédée en 1977. Je suis mort 5 ans plus tard, un 26 décembre, après avoir passé encore un Noël seul. Ce qu'il y a de pire avec la solitude, c'est qu'elle ne vous tue pas et qu'elle vous isole encore et encore. Y a-t-il une honte à être allemand? Y a-t-il une fierté à être juif, à être sexuellement, politiquement ou ethniquement différent? Doit-on être fier d'être l'individu face à la masse, hors de la norme, la minorité qui dérange? Je ne sais pas. Ma vie ne se résume à rien. Sans famille, personne à aimer. J'ai été et suis resté jusqu'au bout un homme seul. Ouais, un homosexuel. Un homme seul. La libération, pour beaucoup d'entre nous, fut synonyme de mort pour ceux qui avaient survécu. Les rumeurs circulent sur les rumeurs circulent que les armées russes arrivent. Les Allemands, sentant leur défaite, abattent tous les infirmes et malades et nous évacuent. Commencent alors les marches de la mort. Avec nos seuls uniformes, on nous lança sur les routes dans un froid glacial, avançant nuit et jour, en rang de 5, dans la pluie et le vent.
Si vous ralentissez ou si vous vous arrêtez, on vous tire une balle en pleine tête. Très vite, les plus faibles sont placés au centre du rang, tenus de chaque côté par les autres, et nous nous relayons ainsi pour survivre. Les bruits des canons au loin, on nous fait presser le pas. La soif, la faim, la fièvre et le froid nous jettent dans un état second. Le délire prend le pas sur la réalité. Je dors en marchant, je vois des châteaux illuminés, des fontaines qui coulent, des enfants qui dansent dans le ciel. Je ne sens plus les coups. Nous trébuchons souvent sur des mourants. Tout est irréel. Et puis, à bout de force, délirants, épuisés, nous arrivons comme par miracle dans une petite ville où nous faisions halte. Je tombe. À mon réveil, je suis dans les bras d'un soldat soviétique. Les uniformes des SS ont laissé place à ceux des Russes. Je suis vivante. Mon corps a mis du temps à panser ses plaies. Une fois sortie de cet hôpital militaire, je suis retournée vivre aux Pays-Bas. J'ai refait ma vie. Je suis retournée des années plus tard à Berlin, mais je ne reconnaissais plus rien. La ville avait été tellement bombardée que le Berlin d'avant-guerre n'existait plus. J'ai pleuré. Beaucoup d'entre nous n'ont pas accueilli la libération avec joie. Nous avions été tellement détruites. Pendant longtemps, j'ai souhaité la mort, effrayée de devoir revenir dans un monde civilisé. Il y avait un tel décalage entre eux et moi, entre vous et moi. Personne ne pourra comprendre le degré d'inhumanité et d'insensibilité auquel les nazis nous ont convertis. J'ai survécu jusqu'à ce nouveau siècle et je me suis éteinte il y a quelques mois, ce matin du 9 février 2005. À la fin de ma vie, je regardais souvent ce tatouage sur mon bras. Le temps d'un instant, je retournais à Ravensbrück. Que sont devenus ces millions de filles et de garçons, désormais hommes et femmes, qui ont été élevés dans le culte nazi? Y avez-vous pensé? Qu'ont-ils transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants? Et nous, les survivants, laisserons-nous une trace? Un message? Un espoir dans les consciences? À la fin de ma vie, je restais des heures à regarder ce monde par ma fenêtre. Les gens passant dans la rue, des enfants, des femmes pressées, des hommes graves, et souvent un couple de jeunes garçons qui se tiennent par la main. Je me disais, la vie est belle. Oui, la vie est belle. Être mortel, c'est humain. Vieillir, puis mourir un jour, c'est humain. Redevenir poussière, c'est humain. Avoir la foi, le besoin de croire en quelque chose de divin, c'est humain. Se nourrir d'amour, être poète, c'est humain. Croire en certaines valeurs, rêver d'un monde meilleur, c'est humain. Être différent des autres hommes, c'est humain. La douleur dans le cœur et dans la chair, faire souffrir l'autre aussi, c'est humain. Faire confiance, c'est humain. Négliger l'autre parce qu'il passe toujours après soi, c'est humain. L'erreur est humaine. Mais ça, tout ça, s'il fallait un jour le résumer, s'il fallait tenter de le comprendre, trouver une explication, cela tiendrait peut-être en 3 mots. C'est humain. L'homme ne survit pas au feu qui le brûle. Il ne survit pas au froid qui le ronge. Il ne survit pas à la haine des siens. Il ne survit pas à la solitude. Il ne survit pas au temps qui passe. De toutes les façons, il ne survit pas. Non, l'homme ne survit pas. Déjà, la pierre pense où notre nom s'inscrit. Déjà, nous ne sommes plus qu'un mot d'or sur vos places. Déjà, nos corps ne sont plus que des traces de suie. Déjà nos cœurs vides, autrefois bouillants, se glacent. Déjà nos sourires se fichent sur des portraits jaunis. Déjà, le souvenir de nos amours s'efface. Déjà, nous ne sommes plus que pour avoir péri. Pierre Thorez, né le 16 mars 1915 à Paris, décédé le 19 juin 1986 à Paris. Bibash Chourari, né le 27 avril 1920 à je ne sais pas où.
décédé le 10 février 1944 à Auschwitz. Anna Ham, née le 26 mars 1910 à Erlin, décédée le 9 février 2005 à Amsterdam. Saran Muslumovic, née le 1er avril 1917 à Sarajevo, décédée le 25 juin 1952 à Istanbul. Zé, décédé le 18 avril 1945 au camp de Bergen-Belsen. Heinz Bodo Kwasi, né le 8 décembre 1897 à Dar es Salaam, décédé le 22 avril 1945 près de Sachsenhausen. Franz Dörmer, né le 15 février 1920 à Zurich, décédé le 26 décembre 82, quelque part en Suisse. Il était une fois un enfant. Oui, juste un enfant.